je suis très heureux de te rencontrer aujourd'hui par vidéo interposée. Comment tu te présenterais sous toutes tes facettes? Oh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de facettes, sans doute comme tout le monde. Déjà, je suis une femme. Ensuite, je suis une grand-mère et une mère. Ça a pris de la place dans ma vie et ça en prend toujours, de manière très légère. Je suis une passionnée ou oui, passionnée ou curieuse, très curieuse. Je suis une bosseuse, je travaille pas mal quand ça me plaît. Mon travail, c'est, que je suis thérapeute, formatrice et superviseure, dans le cadre de la thérapie transpersonnelle. J'aime, vivre à la campagne, j'aime la nature, c'est une part de moi aussi importante et puis j'aime explorer qui je suis et j'aime explorer la relation. Hmm. Comment tu décrirais ta forme à toi en tant qu'être thérapeute? Oui. Ma forme, c'est une forme qui se veut assez libre, parce que la liberté, c'est important pour moi et en même temps assez cadrée, parce qu'on a besoin tous de contenants, donc assez contenante et assez libre. Une forme qui est à la fois dans le groupe et dans l'individuel et une forme assez intégrative qui correspond à ce que j'appelle la thérapie transpersonnelle. Hmm. Et cette forme libre que tu appelles la thérapie transpersonnelle, elle intègre quelle inspiration ou quel courant? Alors moi, je viens du corps, si on peut dire, hein, c'est-à-dire que j'ai beaucoup pratiqué le tai chi et je l'ai enseigné et c'est une base importante pour moi. Ensuite, j'ai fait une formation de relaxologue, somatothérapeute à ISM et puis qui était ISTEM et puis j'ai fait une formation de gestalt thérapie et j'ai été aussi formée à ce qui ne s'appelait pas encore l'IRET ou le césium. Hmm. Un travail avec toi en thérapie, ça peut ressembler à quoi? Qu'est-ce qui se passe En qu'est-ce que les gens individuel, peuvent découvrir avec toi? oui. En tout cas, ce que j'ai envie de partager, c'est, de la bienveillance, de l'accueil, de la validation, parce que je crois aujourd'hui que c'est le plus important. Heu, donc ils peuvent découvrir que comme ils sont, c'est OK, que ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait, ce sont 2 choses différentes. Ils peuvent découvrir aussi que la relation, c'est un lieu qui peut être un lieu de repos, un lieu de découverte de soi-même, un lieu d'approfondissement, un lieu d'engagement et un lieu de liberté. Est-ce que ça voudrait dire que dans notre société actuelle, la plupart des gens qui viennent te voir, ils ne rencontrent pas ça dans leur vie quotidienne, ou dans leur famille, ou dans leur vie professionnelle? Donc en ce moment, dans ce contexte 2021, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enfermement et beaucoup de difficultés à exister librement, en particulier au niveau relationnel, puisque toute cette crise, provoque des avis contraires, même dans les couples, dans les familles et cetera. Donc oui, particulièrement en ce moment d'ailleurs, il y a plus de demandes, Hmm. de thérapie. Ok. Et comment tu travailles? Est-ce que tu travailles en partie en visio, une partie en présentiel? Comment ça se passe concrètement dans ces temps difficiles? Alors, quand c'est possible en présence, moi je préfère. Donc les gens qui sont proches, ils viennent chez moi. Sinon c'est vraiment à distance et à distance, je trouve qu'il y a quand même vraiment l'espace pour faire un bon travail aussi. Hmm. Quand tu dis chez toi, ça veut dire que tu es où? Dans quel lieu géographique en France? Alors chez moi, j'habite dans la région lyonnaise, au sud de Lyon, dans la campagne, sur un plateau le plateau du Pilat, hein. Hmm. Donc j'ai la chance d'avoir une salle dans les arbres et moi, pour moi, c'est très important d'accompagner les gens tout en regardant le ciel et la montagne. Mmh. Et donc tu accueilles dans cet endroit aussi tes groupes?
Alors, j'ai des groupes de supervision dans cet endroit. J'en ai aussi à Genève et j'en ai à distance. Et puis, depuis très récemment, j'accueille aussi des groupes de thérapie qui sont des groupes de respiration holotropique, souffle et thérapie, puisque le lieu Val d'Or où je travaillais depuis 25 ans est fermé. Hmm. Mm. Mais habituellement, ça se passe à Val d'Or. Et habituellement, tous les stages souffle et thérapie, ou presque, j'en fais un aussi en Belgique, se passent à Val d'Or, qui est un beau lieu entre Lyon et Genève, de moyenne Hmm. montagne. Alors, tu viens d'évoquer la respiration holotropique. Tu peux me dire en quelques mots en quoi ça consiste? Donc la respiration holotropique, c'est une technique de souffle, il y en a d'autres, hein. C'est une technique de souffle qui a été mise au point par Stanislav Grof, qui utilise à la fois le souffle et la musique, des musiques préparées spécialement pour ouvrir l'état de conscience, hein. Et ça, c'est une partie de mon travail et une partie de la thérapie qui m'est chère, parce que je pense que nous avons besoin à la fois de relations, d'une relation duel dans la thérapie duel, pour mieux se connaître, mais nous avons besoin aussi, surtout en Occident, de temps où nous pouvons faire place à du plus grand et où nous pouvons lâcher un peu le mental. Et la respiration holotropique, comme d'autres techniques de transe, permet ça, hein. C'est-à-dire qu'elle permet de relâcher le mental, qui reste toujours là, on reste toujours conscient, et qui ouvre davantage l'accès au cerveau émotionnel et au cerveau reptilien, donc à des infinités d'expériences, un peu comme dans les rêves, qui viennent de la personne elle-même. Et c'est ça qui est beau dans cette technique. C'est pas le thérapeute qui va soutenir la personne pour faire sortir ceci ou cela, ou pour exprimer, ou pour nettoyer. Ça va venir vraiment de la personne. Et Hmm. le thérapeute, lui, soutient le mouvement, soutient le processus de la personne, mais ne provoque pas. Et en Donc, quoi c'est thérapeutique, ces espaces-là? alors, ces espaces-là sont thérapeutiques parce qu'ils sont débarrassés de nos pensées, déjà, et puis ils donnent accès au corps ou à la psyché et au corps d'une manière libre, c'est-à-dire que moi, j'ai la confiance, et beaucoup d'entre mes collègues ont la confiance, que ce qui va émerger, ça émerge du corps, donc ça vient de la personne elle-même, donc c'est ce qui est juste pour cet instant-là, et c'est ce que la personne aussi peut aborder ou traverser. Et donc, très souvent, émergent des émotions qui n'ont pas pu être exprimées, des étapes de vie qui n'ont pas pu être totalement vécues, émergent des souvenirs qui sont associés à des traumatismes, et tout ça libère, hein. Tout ça libère, soit parce que c'est exprimé, soit parce qu'il va y avoir suffisamment aussi de nourriture dans cette expérience pour que la personne soit plus vivante ou plus forte pour intégrer ces moments de vie ou ces espaces de vie qui ont été à certains moments et légitimement bloqués parce que c'était impossible à vivre. Et je crois entendre dans ce que tu dis que le corps a une grande importance, hein. Pourquoi le corps, dans ta vision, est si important? Le corps, pour moi, a presque toute l'importance parce que nous sommes des êtres incarnés. Moi, je crois que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans ce corps, dans cette psyché, dans cette histoire, dans cette culture. Et même si nous sommes des êtres spirituels, même si une part de nous est beaucoup plus grande que ça, c'est uniquement sur le corps, la psyché et notre histoire que nous pouvons œuvrer. Donc c'est à partir du corps que nous allons pouvoir découvrir, par exemple, tout ce qui s'est arrêté, tout ce qui est resté inachevé. C'est à partir du corps que nous allons ouvrir des espaces, que nous allons balayer sous la porte, que nous allons aussi avoir un accès à ce qui est plus vaste en nous.
Alors justement, tu as dit tout à l'heure plus vaste et tu as dit le mot spiritualité. C'est quoi la spiritualité pour toi? Et ton expérience de la spiritualité? Est-ce que c'est quelque chose de mental ou c'est quelque chose d'expérientiel? La spiritualité, c'est innommable en soi. C'est une dimension de nous-mêmes, pourrait-on dire, qui est très vaste, qui est infinie, que décrivent différemment les différentes traditions et qui est une expérience qui peut renforcer une foi dans cette dimension spirituelle de notre être, une foi qui est très nécessaire parce que nous ne sommes pas sans arrêt en contact avec la dimension spirituelle, même de grands éveillés, c'est pas sûr qu'ils soient tout le temps, hein. Donc, c'est comme si nous avions une double identité, en fait, en tant qu'être humain. Une identité vraiment incarnée dans ce corps, cette histoire, cette psyché, cette forme, tout ça, la forme, quoi. Et puis, une dimension infinie. Une dimension infinie que certains appellent Dieu, que d'autres appellent la lumière, ou la vie, ou l'énergie. Moi, je n'ai pas vraiment un mot particulier. Et je trouve que c'est très important, en tant que thérapeute, de ne pas imposer un mot ou une vision sur la spiritualité. Est-ce que c'est ouvert aussi ou est-ce que c'est accessible à des gens qui n'ont pas de croyances religieuses ou d'expériences préalables spirituelles? Alors, heureusement, oui, la respiration holotropique, par exemple, peut entraîner ou ouvrir des expériences spirituelles, mais on peut avoir des expériences spirituelles dans la vie, devant une œuvre d'art, dans la rencontre avec quelqu'un, avec une goutte d'eau qui tombe sur le nez, je ne sais pas, ça peut arriver n'importe quand puisque c'est là, hein, puisque nous sommes ça aussi. Nous sommes ça, mais nous l'avons oublié et nous le retrouvons. Donc, il n'y a pas du tout besoin d'avoir de croyances. On peut même craindre parfois, en tout cas moi c'est plutôt ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, que les croyances religieuses et la religion parfois sont trop étroites ou empêchent un peu. Mais je ne veux pas dire qu'elles empêchent toutes, parce que bien entendu, avec les religions, il y a eu beaucoup de gens qui se sont ouverts. Et toi, ta première expérience spirituelle dans ton histoire, c'était... Tu peux nous en parler? Oui. Je crois que, contrairement à ce que j'ai dit juste avant, ma première expérience spirituelle, je devais avoir 5 ou 6 ans, et c'était à l'église. Et c'est quand j'ai pu m'agenouiller sur le banc où on devait mettre les genoux et que j'ai pu mettre mon menton sur le banc du dessus. C'est-à-dire que j'étais assez grande pour voir quand j'étais à genoux, ce qui pourrait d'ailleurs être regardé de plein de côtés différents. Mais ça, je me rappelle que j'ai eu comme une ouverture comme ça, comme si ça m'ouvrait à Dieu. Voilà, c'était ma première. Et une autre qui m'est arrivée beaucoup plus tard, parce que je devais avoir... j'étais adulte, quoi. Et c'est pour ça que je parlais de la goutte d'eau sur le nez. C'est qu'un jour, je marchais dans la rue à Lyon et qu'une goutte d'eau m'est tombée sur le nez et ça m'a fait changer de monde. Et tout d'un coup, mon regard sur le monde a complètement changé. Tout était ouvert, tout était amour. Puis ça a duré quelques heures. Donc ça a une incidence sur ta qualité de vie ou ta vision de la vie à ce moment-là? Je crois surtout, oui, que ça... C'est comme si ça donne des preuves, hein. Certains maîtres spirituels disent on a des expériences spirituelles tant qu'on a besoin de preuves. En tout cas, moi, j'avais besoin de preuves. Peut-être j'en ai besoin encore. Mais à l'époque, oui, la preuve que l'infini existe et que je suis plus que cette petite Brigitte. Et comment, toi, dans ton expérience, tu articules ces expériences spirituelles? Après, on va parler de la différence peut-être entre le transpersonnel et le Oui. spirituel. Comment, je peux imaginer que des gens qui nous regardent pourraient se dire, mais si je suis deux à l'intérieur, comment je fais le va-et-vient entre mon petit moi historique et puis ce grand espace? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où je peux me noyer, où je peux me perdre? Comment ça s'articule, ces deux endroits-là?
Bon, tout ça vient beaucoup de la pratique, hein. Je ne parle pas forcément d'une pratique normée, particulière, mais tout ça vient de la pratique d'être avec soi-même. Et plus on peut être avec soi-même et plus se consolide ou se tisse une tendresse avec soi-même, entre soi et soi, je ne sais pas comment dire, entre, entre ce qui est vaste et ce qui est petit, pourrait-on dire, sans hiérarchie de valeur, hein. Plus il y a possibilité, quand je suis en face de quelqu'un, d'être détendue, d'être en quelque sorte posée dans l'infini, en quelque sorte. Et ça passe par un ancrage dans le corps, hein, et être tout à fait présente à ce qui se passe au niveau humain, relationnel, tout de suite. C'est Hmm. vraiment cette question de double, hein. Certains disent double nature ou double origine ou double identité, mais nous sommes doubles et ça fait un. Ça fait Hmm. un parce que c'est comme si l'un était dans l'autre, hein. Donc c'est comme Parfait. Hmm. un grand contenant qui me porte et je peux m'appuyer dans ce grand contenant. Et Hmm. parfois non, j'y arrive pas du tout. C'est pas grave, hein, et parfois oui. Et et je pense que ce chemin, psycho-spirituel développe la confiance aussi et puis l'humilité. Donc bon, ben, Hmm. je suis comme je suis là maintenant, hein. J'entends qu'il n'y a pas de recette. Non, il y a pas de recette du tout. Je Hmm. pense que chaque personne doit sans doute, s'y prendre différemment avec elle-même, hein, même s'il y a des constantes. Et puis, ça dépend des moments aussi. Et puis, ça dépend de la personne qui est en face. C'est-à-dire que ça se passe dans la relation et selon la personne qui est en face, on va peut-être faire appel à des je vais peut-être faire appel à des appuis différents à l'intérieur de moi. Hmm. Quand tu as dit on est deux et je m'installe dans quelque chose de plus grand, ça m'a fait penser à la dimension du couple aussi. Comment tu vois tout à l'heure tu as parlé de relations, tu as parlé de corps, on a parlé de spiritualité, et puis là ça m'évoque le couple, ce que tu racontes. Comment tu fais le lien, toi, entre ce qui se passe dans un couple ou dans une relation duelle et puis la spiritualité? Est-ce qu'il y a des liens? Tu vois quelque chose qui résonne? Alors moi, je suis assez passionnée par, la relation en général, la relation de couple en particulier, parce que personnellement, je suis engagée dans un couple. La relation amoureuse, tout ça me passionne beaucoup. Ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Et je vois que c'est vraiment un chemin de développement personnel et plus que ça, d'approfondissement qui, à terme, ne peut que ouvrir, enfin, oui, quand même, ne peut que qu'ouvrir sur la spiritualité dans le sens où c'est vraiment avec un autre qu'on développe la capacité d'amour, c'est-à-dire la capacité à être aimé et à aimer. Et Dieu sait que c'est un long chemin, j'imagine, qui dure jusqu'à la mort et peut-être après, je sais pas. Heu, donc effectivement, aimer quelqu'un d'autre ou accepter d'être vraiment aimé, c'est psychologique, hein, ça demande de d'apaiser beaucoup notre histoire, mais c'est aussi une ouverture et dès qu'on s'ouvre en tant qu'être humain, très vite on rencontre, un amour qui est plus grand qu'un amour personnel ou un amour qui donne et qui reçoit et qui demande et qui refuse. Il y a un amour plus vaste qui est un amour, qui est et aime quand on est vraiment ouvert dans cet amour, en fait, on aime tout le monde, hein, dans Hmm. ces moments-là et tout ce qui est. Et ce sont des expériences d'ouverture et des expériences spirituelles profondes qu'on peut vivre grâce à la relation et grâce au couple. Hmm. Quelle différence tu fais entre une- justement le mot spirituel et le mot transpersonnel? Alors pour moi, c'est assez différent. La spiritualité, notre être spirituel, c'est une dimension de nous-mêmes ou c'est une dimension d'existence qui nous dépasse, dimension d'être plutôt. Le transpersonnel, donc il y a le mouvement transpersonnel et puis il y a la thérapie transpersonnelle
Le mouvement transpersonnel, c'est un mouvement qui a amené le spirituel dans différentes dimensions sociales et humaines, comme dans l'art, qui a commencé à reconnaître dans l'art, dans la sociologie, dans l'anthropologie, etc. C'est-à-dire que à cette époque-là, donc dans la première moitié du XXe siècle, quand ça a commencé, et au milieu du XXe siècle, on a cessé de voir l'être humain ou les sociétés uniquement au niveau horizontal, et on a ramené la dimension spirituelle de tout ce qui est vivant, en fait, la nature, tout. Ça, c'est le mouvement transpersonnel. Mais ce mouvement transpersonnel inclut tout ça. Hein. C'est pas que le spirituel, inclut toutes les dimensions de ce qui est vivant. Et la thérapie transpersonnelle a fait de même, c'est-à-dire la thérapie ou la psychothérapie transpersonnelle ne va pas accompagner juste sur le spirituel, donc c'est pas synonyme, transpersonnel spirituel, mais elle va accompagner toutes les dimensions de l'être humain, dont la dimension spirituelle. Et c'est courageux d'affirmer ça et de revendiquer ça, parce que pendant très longtemps, ça n'a pas été bien vu du tout, hein, d'associer les deux. Ça appartient à notre époque, hein, cette nouvelle façon de faire. Et c'est pas seulement dans la thérapie, je vois que dans beaucoup de milieux, la dimension spirituelle est plus intégrée. Qu'est-ce qui fait la différence alors entre une thérapie gestaltiste, par exemple, et une thérapie transpersonnelle? On peut imaginer en fait que c'est une dimension qui pourrait s'apparenter à de la spiritualité. C'est le champ peut-être qui nous dépasse et qui répare ou qui agit. Comment? Il y a ce qui est officiel et puis il y a ce qui se passe dans les cabinets, en fait. Donc officiellement, d'abord la Gestalt thérapie considère la dimension spirituelle de l'être humain. Officiellement, la thérapie transpersonnelle propose par exemple des états de conscience élargis, des rituels de manière beaucoup plus nommée que les autres thérapies. Après, ce qui se passe dans les cabinets, c'est différent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être des thérapeutes gestaltistes qui sont plus transpersonnels que certains thérapeutes transpersonnels. C'est-à-dire qu'ils font peut-être plus de place à ce qui est spirituel, ou peut-être qu'eux-mêmes, dans leur posture, sont plus ouverts. Donc, moi, je vois que la spiritualité prend plus de place pour beaucoup de monde, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de monde, et en particulier dans les thérapies. Par contre, ce que je trouve courageux de ma part et de notre part à tous, c'est d'affirmer cette dimension comme étant une dimension essentielle de l'être humain. Et ce n'est pas toujours bien vu. C'est Donc prendre un là, risque. c'est courageux, c'est un risque. Et il y a des thérapeutes, et je les respecte, qui ont ces croyances-là, cette expérience-là, mais qui ne préfèrent pas le nommer. Je rajoute que hier, sur France Inter, durant une émission de grande écoute, un thérapeute transpersonnel a été appelé au téléphone par Nagui, l'animateur, et a pu parler de la spiritualité et du courant transpersonnel. Donc, comment tu vois les choses en France? Est-ce que tu as l'impression que c'est un endroit où cet espace-là transpersonnel et de spiritualité peut s'épanouir, ou comment tu vois les résistances D'un côté, il y a tout pour s'épanouir parce qu'il y a beaucoup de demandes, de besoins autour de ça. C'est-à-dire beaucoup de gens aujourd'hui se sentent enfermés s'ils sont considérés que comme des corps et des manteaux. Et puis d'un côté, je crains parfois avec ce que je lis qu'il y ait de nouveau dans l'ambiance où il y a beaucoup de peur, qu'il y ait de nouveau une chasse à ça. Pourquoi, d'après toi? Parce que ça fait peur ou parce que les gens sont ancrés dans leur rationnel? Parce que dès que quelqu'un a peur, il a peur de l'inconnu. Et c'est inconnu, la spiritualité. Je veux dire, on n'est pas dans du connu dès qu'on va dans le spirituel. Donc, dès que quelqu'un a peur,
nous tous, dès que nous avons peur, nous nous rétrécissons un peu et nous refusons de nous ouvrir, ce qui est légitime. Donc, avec le refus d'ouverture, il peut y avoir facilement la remise en cause de ceux qui sont plus ouverts. Et puis, c'est vrai aussi que dans tous les groupes sociétaux, il y a des abus. Hein. Donc, il y a aussi des gens qui ne sont pas sérieux en tant que thérapeute. Il y a aussi des gens qui soient transpersonnels ou pas. Il y a des gens qui sont vraiment très bien. Il y a des médecins qui sont super bien, puis plein non. Enfin, dans tous les domaines, il y a des gens qui sont plus ou moins compétents, plus ou moins honnêtes. Et nous devons faire attention à ne pas entrer dans le jugement, mais à entrer dans plus d'ancrage à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça voudrait dire alors que on peut reparler, tout à l'heure tu as dit du cadre, et là tu parles de, de, de sérieux, d'honnêteté. Ça voudrait dire qu'en fait la spiritualité telle qu'elle est abordée par le mouvement transpersonnel, il y a des écoles, il y a des centres de formation qui conduisent à ce chemin-là ou à cette pratique-là. Oui, et beaucoup de thérapeutes ou beaucoup de personnes sont intéressées par la spiritualité et par un accompagnement transpersonnel. Et c'est bien. Cependant, un thérapeute transpersonnel doit être vraiment formé aux bases. Il doit être formé aux bases en psychopathologie, à la relation thérapeutique, au cadre, à l'éthique. Il doit être formé à tout ça, encore plus s'il est transpersonnel, j'allais dire, parce que c'est bien parce qu'il y a un contenant, c'est bien parce qu'il y a un cadre qu'on va pouvoir faire un travail sérieux, où la personne qui vient nous voir est respectée, où il y a vraiment une déontologie claire. Et aujourd'hui, des écoles transpersonnelles qui proposent tout un cursus comme ça, en plusieurs années, sérieux, ben, je connais le CESU, où Où tu interviens. je suis formatrice, oui. Donc, c'est important, c'est intéressant parce qu'en France, on a peu d'écoles par rapport aux pays de l'Est, par exemple, ou même en Amérique du Sud. Donc, je ne les connais pas toutes précisément, mais toutes ces écoles sont réunies quand elles sont sérieuses et qu'elles correspondent en particulier à l'enseignement que demande le certificat européen de psychothérapie. Elles sont regroupées dans Eurotas, une association des thérapies transpersonnelles. Quelle différence tu fais entre un travail de développement personnel et un travail de thérapie? Aujourd'hui, c'est assez confus. Je vois que les deux sont employés l'un pour l'autre. Alors, moi, je dirais plutôt quelle est la différence entre un travail de développement personnel et un travail de psychothérapie. Parce que la thérapie, c'est quelque chose de large. Beaucoup de choses sont thérapeutiques. Et Dieu merci, il n'y a pas que la psychothérapie pour évoluer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire évoluer. Le développement personnel, ça parle bien de se développer personnellement. La psychothérapie, pour ce développement personnel, elle va aller creuser. Elle va creuser. Alors, il n'y a pas de programme, ça se creuse différemment selon chaque personne qui est là, mais elle va creuser tout ce qui empêche le développement quand ça vient. Et puis, si c'est une thérapie transpersonnelle, en plus, elle va proposer des outils qui permettent d'aller vraiment plus profondément et peut-être plus directement dans ce qui est puissant à l'intérieur de nous. Donc, il y a un développement aussi de la personne, bien sûr, mais il y a surtout un déploiement de la personne, et ce déploiement peut intégrer la dimension spirituelle parfois. Ce n'est pas obligé, même dans une thérapie transpersonnelle. Le transpersonnel dans une thérapie duelle, il peut être seulement chez le thérapeute. Dans ta vie personnelle, est-ce qu'il y a eu des rencontres importantes qui ont ouvert à la transformation, peut-être même au transpersonnel ou à la spiritualité dans ta vie Oui. Bon, alors moi, j'ai pratiqué beaucoup le tai chi. Donc, j'ai rencontré un maître en Chine qui s'appelait Gu Meishen. Donc, ça a été très important pour moi. Il m'a beaucoup soutenue pendant des années et des années de pratique. En quoi ça t'a touché ou travaillé?
Bah, ce qui m'a touchée, c'est la pratique, en fait. C'est de pratiquer encore et encore dans le corps inlassablement et d'être vue par quelqu'un qui voyait l'énergie qui se dégageait de moi. Ça, c'est très touchant, hein, qu'il Mm. voyait aussi comment ça évoluait. Ça, c'était touchant parce que moi, je sentais des choses, mais lui voyait avec les années ce qui bougeait à l'intérieur de moi et c'était très touchant. Ensuite, j'ai rencontré Richard Moss il y a quelque chose comme 25 ans. J'ai beaucoup travaillé avec lui et ce qui m'a beaucoup touchée chez lui, c'est qu'il enseigne une forme de présence qui inclut donc la spiritualité, en dehors des religions. Et moi qui avais été enfermée, en quelque sorte, qui m'étais sentie enfermée dans une religion et qui suis très attachée à la liberté, j'ai eu un grand souffle de liberté, un grand air de liberté. Et ce qui m'a touchée aussi, c'est qu'on pratiquait beaucoup avec lui la relation, qu'on pratique beaucoup, hein. C'est-à-dire, Mm. oui, oui, c'est bien la spiritualité, mais là, tu es en face de Jean-Charles et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Ça m'a beaucoup touchée. Et en fait, non, j'en ai encore deux. Je suis très touchée et je suis depuis quelque temps déjà l'enseignement de Jean-Yves Leloup, donc qui lui me réconcilie en quelque sorte, en tout cas avec la tradition chrétienne, Mm. même si dans sa forme il est très différent et dans son enseignement aussi. Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup. Ça m'apporte beaucoup, beaucoup parce que je peux aussi apprendre quelque chose d'incarné avec lui et c'est ça qui compte pour moi, hein. Mm. Et puis ces mots m'ont toujours touchée. Dès que j'ai lu son premier bouquin, je disais: «C'est pas possible, c'est écrit pour moi». Donc il y a vraiment quelque chose de très fort pour moi dans cet enseignement. Et en fait, la dernière personne, c'est Adelheid Hösch, qui est une femme suisse qui enseigne le dialogue intérieur et qui a fait évoluer un peu aussi cette, technique pour elle et qui partage avec beaucoup de tendresse et de présence une pratique qui est éminemment psychospirituelle, je veux dire. Mm. À l'intérieur de moi, je pourrais voir un étonnement qui n'est pas Groff. Ah, c'est vrai. Pourtant Groff, c'était important. Mais en réalité, quand j'ai rencontré Groff, j'ai eu un coup de cœur, hein. Mais c'était un coup de cœur personnel même, hein. C'est-à-dire, cet homme m'a énormément touchée dans sa puissance et dans sa tendresse, quoi. En plus, j'ai eu la chance d'être accompagnée en respiration par lui, heu, vraiment dans les choses très profondes de mon être et ça a été magnifique. Brigitte, est-ce que tu aurais un livre ou des livres préférés? Alors, un livre que je conseille beaucoup aux gens que je forme, que je participe à former, c'est un livre de Paul Montangeran, que j'ai eu la joie de rencontrer d'ailleurs avant sa mort, qui s'appelle La voix du cœur, chemin du thérapeute. Et vraiment, c'est un livre magnifique. Puis Mm. sinon, je suis une inconditionnelle des livres de Jean-Yves Leloup. Il y en a 2 que je vais citer sur la centaine qu'il a écrit et je les ai pas tout à fait tous lus. C'est Marie-Madeleine, une femme innombrable et puis un qui est plus récent et qui est vraiment bien pour nous les thérapeutes, c'est La sagesse qui guérit. Et est-ce que tu as un musicien ou une musique particulière préférée? Alors moi, j'aime beaucoup les voix. Déjà, j'aime beaucoup la voix, hein. J'aime beaucoup, les chœurs, par exemple tous les chœurs des pays d'Europe centrale. J'aime beaucoup les musiques traditionnelles en général parce que j'ai été là-dedans aussi dans ma jeunesse beaucoup et j'aime beaucoup j'ai écouté hier un groupe, je ne sais plus comment il s'appelle, de musique bretonne, c'est-à-dire la bombarde mais avec, des synthés et tout ce qui est électronique autour et ça j'adore. J'aime Hmm. c'était une musique à danser, j'aime danser et voilà. Puis j'aime encore beaucoup d'autres musiques mais la voix, les chœurs, la danse, ça reste, 1er pour moi. Hmm. Et un long métrage, un film qui t'a marqué? Alors oui.
j'ai mon film préféré, c'est Tigre et Dragon. Hmm. Donc un Euh, film chinois d'arts martiaux. c'est ça. Et dans ce film, il y a à la fois des arts martiaux, donc j'en ai fait longtemps. Il y a la spiritualité vraiment. Il y a du merveilleux, de l'extraordinaire, et il y a une histoire d'amour. Hmm. Donc il y a tout. Est-ce que tu regardes des séries? Est-ce que tu as une série préférée? Alors moi, je regarde très peu de séries, sauf quand j'ai tellement travaillé que je ne peux même plus rien faire. Donc là, je me mets devant la télé et je regarde NCIS, par exemple. Hmm. Donc des J'aime films bien les séries policiers. policières. Dans ces moments-là, c'est comme pour moi, c'est comme une polarité à trop de bienveillance ou trop longtemps ou trop d'attention à l'autre. Alors là, quelque chose d'autre. Il y a NCIS ou ce genre. Et puis, j'ai regardé récemment la série En thérapie. Hein. Et ça, qu'est-ce que ça t'a évoqué, cette série, En thérapie, dont tout le monde parle? Bah, moi, j'ai été très intéressée, j'ai trouvé ça sympa, très bien fait. En même temps, ça montre une forme de thérapie, vraiment une seule forme de thérapie. Un thérapeute un peu perdu. Donc je pense pas que ça rende compte entièrement du tout de ce que c'est qu'une thérapie. Hmm. Et tu as donc écrit ce livre avec Alain Barbier, animé un groupe, 80 exercices, jeux et rituels. Alors c'est un livre, que j'ai commencé il y a 20 ans, en fait, à peu près, parce que j'ai toujours été, très curieuse, puis comme j'ai été dans beaucoup de milieux, j'ai amassé beaucoup de types d'exercices qui viennent du théâtre, que j'ai fait un peu, des arts martiaux, de la thérapie, de la formation, des colonies de vacances, tout ça. J'ai eu envie très vite de rassembler ça, mais c'était il y a 20 ans. Et puis j'ai continué en fait à avancer dans la vie, dans l'animation de groupe. Moi, le groupe, c'est l'endroit où je me suis beaucoup régalée, épanouie, où j'ai beaucoup appris, hein. Même si j'aime l'individuel, je suis quand même un peu, une spécialiste du groupe, quoi. Et voilà. Et puis, c'était très fastidieux d'écrire ce livre, parce qu'écrire des exercices, c'est fastidieux et ça prend beaucoup de temps. Et puis un jour, Alain Barbier, donc que je connais, m'a proposé de faire ce travail-là. Et du coup, on a pu envisager sérieusement ce livre. Et ce livre s'adresse à tous les gens qui animent des groupes, qui soient formateurs, dans le développement personnel, dans la psychothérapie. C'est un livre qui est vraiment un livre d'exercice, hein. Il y a un peu de fond, mais assez peu, qui plante quand même les bases du travail en groupe, en général. Et puis après, ce sont 80 exercices, jeux ou rituels qui sont classés par famille en fonction de l'intention de l'animateur, en fonction du type de groupe, et puis qui sont détaillés avec pas mal de critères, hein, qui vont du nombre du groupe, à est-ce qu'il y a du contact ou pas, etc. etc. Hmm. Et ce livre-là, il fait partie d'une série de livres que tu as écrits. Est-ce que tu peux parler juste des autres livres? Oui, alors moi, j'ai coécrit beaucoup, enfin beaucoup, j'ai toujours coécrit parce que c'est plus facile à deux, parce qu'on se donne des rendez-vous que tout seul. Donc j'ai coécrit 2 livres avec Bernadette Blin, Guérir l'ego, rêver les lettres, qui est chez Très Daniel, et puis Manuel de psychothérapie transpersonnelle chez Duno. J'ai participé à un collectif qui s'appelle Quand la conscience s'éveillera, voilà, où je parle du travail que je fais avec Manu Friedli, avec les ados, les jeunes adultes en groupe et avec la respiration holotropique. Je me suis demandé, tiens, quand je t'ai entendu dire le nom de ton livre, qui a un très beau titre, Guérir l'ego, révéler l'être, est-ce qu'on arrive à guérir l'ego? En réalité, non. C'est un titre euh, qui a le mérite d'être assez clair, mais on ne guérit pas vraiment l'ego. Ce qu'on guérit, c'est sa capacité à s'aimer soi-même. Il y a des choses qu'on guérit, il y a beaucoup de choses qu'on guérit. Mais guérir l'ego, c'est-à-dire guérir quelque chose complètement au niveau humain, ça peut arriver sans doute, mais c'est très rare. Hmm.
Ça serait quoi ta définition de l'ego? Ça dépend des jours, mais aujourd'hui, je pourrais dire que l'ego, c'est ce qu'on construit pour s'adapter au monde et qui nous permet de survivre et qui nous permet aussi de développer, d'épanouir des qualités. Et c'est, comme le dirait Richard Moss, c'est ce qui nous contient en tant que personne à partir de 7-8 ans, comme ça, et qui demande à être ouvert sur l'être. Et l'être, alors, est-ce qu'on peut révéler cette chose mystérieuse qu'est l'être? Oui, Ouais. sans Alors, ça aucun serait doute. quoi ta définition de l'être? Bah, l'être, c'est dans ce contexte-là, l'être, c'est cette dimension infinie, sacrée, d'amour, de lumière, que nous peinons à nommer parce que c'est pas de l'ordre des mots, mais que nous pouvons très bien expérimenter chaque fois que notre cœur s'ouvre complètement, chaque fois que nous sommes touchés profondément, chaque fois que nous lâchons prise profondément. Donc vraiment, elle se révèle. Et puis, elle se révèle aussi dans la nature, elle se révèle dans la beauté, en général, avec un grand B, la beauté. Est-ce que tu as aujourd'hui réussi à guérir ton ego et à révéler ton être? Alors non, j'ai pas réussi à guérir mon ego dans le sens où j'ai toujours à l'intérieur de moi une petite fille blessée qui peut vouloir reprendre le devant dans certains cas. Par contre, j'ai guéri dans le sens où aujourd'hui, je peux accepter vraiment et accueillir vraiment cette petite fille, où je l'aime, où elle peut se sentir vraiment plus aimée, c'est-à-dire où il y a quelque chose de plus équilibré avec elle. Et révéler l'être, c'est pas moi qui peux révéler l'être en fait. On peut pas dire je révèle l'être, mais on peut dire que l'être se révèle parfois. Hein. Et moi, je vois que l'être se révèle parfois dans les groupes de thérapie, se révèle parfois en individuel, des moments magiques. Et magique, c'est pas vraiment le mot, mais des moments mystérieux. Et l'être se révèle parfois dans la vie, voilà, dans la beauté d'une fleur, dans une rencontre, dans une œuvre d'art. Il est tout le temps en train de se révéler, en fait. C'est moi ou nous qui ne le voyons pas. Pas toujours. Et c'est tout à fait OK comme ça. C'est tout à fait sain, S-A-I-N, comme ça. Ou sain, S-A-I-N-T. Bon. Comment fait-on pour te joindre ou pour voir tes activités? Alors, j'ai 2 sites. Un site qui concerne plutôt les séminaires et la respiration eutropique qui s'appelle soufflethérapie.net. Soufflethérapie.net. Et puis un autre site qui concerne plutôt la formation et la supervision, parce que j'ai beaucoup de groupes de supervision, qui s'appelle brigitechavas.com. Bon, super. Ben, écoute, à bientôt, Brigitte. Merci Jean-Charles. À bientôt. Salut. Salut.